pour le bénéfice des populations. Oui. Merci Gabin pour... C'est moi. Autre événement en perspective, le 8 janvier 2020, le Centre international 2023. de civilisation... 2020. 2023. 2020, c'est hier, hein. C'est Ouais. passé depuis. Ça arrive, voilà. Donc, je reviens le 8 janvier 2023. Le Centre international de civilisation bantou, CICIBA, va souffler sa 40e bougie. Bon, il faut dire À l'occasion pour nous, Ouais, déjà il faut de dire savoir, que est-ce que ce centre existe toujours? Parce ce que centre vraiment- existe toujours. Parce qu'au Gabon, lorsqu'on parle de CICIBA, on pense tout de suite aux ruines du bâtiment qui avait été construit, qui du n'est pas côté allé à son de- terme. Oui, du côté de Dokala. Dokala. Dokala, oui. Voilà. Lorsqu'on parle du CICIBA, on ne voit que ces ruines-là. Mais le CICIBA existe bien, il a bel et bien un siège à Libreville au Gabon, c'est en face du Conseil économique et social. D'accord. Donc, le 8 janvier n'est pas, à proprement dit, la date de création du CICIBA. Parce que c'est une idée qui germe dans les pensées du président Bongo, qui au départ, en 1982, veut faire une association de droit gabonais pour parler des Bantous. Il se D'accord. dit, mais pourquoi je n'associerai pas tous mes autres pairs des pays voisins, vu que nous sommes tous des Bantous. Oui. Alors ils ont décidé de mettre sur pied Et il y avait comme pays voisin... ce centre. D'accord. Donc il y a 23 pays qui se sont réunis à l'intérieur du CICIBA, dont 16, je pense que 16 ont déjà signé l'acte fondateur. Ah, c'était Les autres, quelques-uns, on n'a pas. Cameroun, Angola, je suppose. Tous les Oui, pays de la tous les pays sous-région. tous les pays de la sous-région. Tous les pays. Et dans ce reportage, on découvrira Oui. d'où viennent les Bantous et jusqu'où sont-ils allés. Regardons-le et peut-être qu'après, on fera... Regardons ce Tout c'est- reportage. 1983-2023, ça va faire 40 ans que le CICIBA a été créé. Pouvez-vous nous présenter cet enfant qui va avoir 40 ans? Ah ben, le CICIBA est connu, bien entendu, sous cet acronyme CICIBA, Centre international de civilisation bantou. Oui. Il s'agit d'une organisation internationale qui a comme vocation la recherche, la célébration et aussi la promotion des valeurs civilisationnelles de l'ensemble des peuples qui se revendiquent d'ascendance bantou, c'est-à-dire tous les peuples qui, quelque part, dans leur histoire, pensent être descendus d'un ancêtre commun qui s'est revenu de l'Égypte ancienne il y a de cela plus de 4-5 000 ans en arrière, et des peuples qui ont parlé à l'origine une langue que nous pourrions aujourd'hui appeler le bantou. Mais il se trouve que, chemin faisant, depuis 4-5 000 ans, ces peuples sont partis d'un point donné. Ils sont arrivés à travers leurs différentes migrations à différents endroits, Eh oui. au contact d'autres peuples. Les langues s'entrecroisant ont donné naissance à d'autres langues, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plus ou moins 23 pays africains qui partent du Nigeria, disons la partie australe du Nigeria, la Benue, jusqu'à Cape Town, y compris les îles environnantes du continent africain. Je parle de Madagascar, de Comores, Sao Tomé, etc. Alors, cette aventure commence autour de l'an 1982, à l'initiative de notre père fondateur, parce qu'il est effectivement reconnu comme tel dans nos textes, son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, et c'est lui qui a eu cette idée de créer cette organisation. Mais dans un premier temps, il l'a vu peut-être un peu de manière très restreinte à l'échelle du Gabon. Là, nous sommes en 1982. D'accord. Et donc, il a déposé les premiers textes fondateurs sous le statut d'une association culturelle nationale de droit gabonais. Mais très rapidement, il s'est rendu compte que ça pouvait aller plus loin et que son ambition, effectivement, était de vouloir partager cette vision qu'il avait à cette époque avec le reste de l'Afrique. C'est comme ça que l'année d'après, c'est-à-dire un an après, il a réuni ici à Libreville l'ensemble de ses pairs, à peu près 23 chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis ici à Libreville
avec qui il a partagé cette idée, et de la fusion de toutes ces volontés est né le Sisiba. Semble-t-il, c'était sur les 23, 11 ont ratifié le texte fondateur. Alors, ce qui fait que, ça veut dire qu'il y a 23 pays fondateurs, oui. C'est-à-dire les 23 ont signé l'acte fondateur que nous appelons la Convention portant création du Centre international de civilisation bantoue, le 8 janvier 1983. Alors, comme vous le savez, en pareille situation, pour donner un caractère définitif et légal au niveau de chaque pays, c'est-à-dire pour affirmer son adhésion, il est toujours recommandé de déposer ce qu'on appelle les instruments de ratification, et ça, c'est la tradition à l'ONU, à l'Union africaine, un peu partout. Alors, sur les 23 pays signataires de départ, 11 ont déposé effectivement leurs instruments de ratification, ce qui donnait la légitimité à l'institution de fonctionner déjà de manière légale en attendant que les autres le rejoignent. Alors, il se trouve que depuis 40 ans, bon, les autres traînent encore les pieds. On peut imaginer ce qui arrive, c'est que généralement les ratifications selon les pays prennent des voies diverses. Il y en a qui passent par voie législative, d'autres par d'autres mécanismes juridiques internes. Et très souvent, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Alors on espère qu'à l'occasion de ces 40 ans, on va essayer de battre le rappel de tout le monde pour que le quorum soit atteint à son plus grand maximum. Semble-t-il, le but premier, c'était de comprendre le peuple bantou pour mieux le faire comprendre aux autres. Écoutez, ça c'est un slogan effectivement qui a été élaboré par les membres du Centre international de civilisation bantou. Oui. C'est-à-dire qu'on est parti d'un principe très simple, c'est que si nous-mêmes, nous prétendons être Sisiba, il faut que nous commencions à partir de nous-mêmes, comprendre ce que sont les peuples bantous avant de prétendre le faire comprendre aux autres. Ce qui est tout à fait normal. Cela veut dire que là, nous renvoyons à nos propres missions, à nos propres devoirs. C'est d'abord de poser nos jalons à l'intérieur de la maison de manière correcte, pour que la maison puisse s'élever d'une manière durable. Lorsque vous présentiez tout à l'heure le Sisiba, j'ai cru entendre que les Bantous ne vivaient pas qu'en Afrique. Oui, quand nous disons Bantous, évidemment, les Bantous viennent d'Afrique, de manière absolue, parce que l'Afrique est le berceau de toutes les humanités. Okay. Tous les peuples qui vivent sur cette terre, cette planète qui s'appelle Terre, viennent d'Afrique. Tous les historiens l'ont prouvé, en commençant par les travaux de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et tous les autres, tous les historiens d'ici et d'ailleurs, qui ont travaillé sur cette question. Je pense que à ce niveau, il n'y a plus de débat. Et où nous trouve-t-on, nous les Bantous, en dehors du continent africain? Oui, en dehors du continent africain, nous ne devons pas perdre de vue que entre le 15e et le 16e siècle, nous avons été victimes d'un fléau dramatique qui est la traite négrière. La traite négrière et son corollaire qui est l'esclavage qui s'est ensuivi parce que nos ancêtres qu'on rasié sur les côtes africaines et plus tard à l'intérieur de notre continent, on les déportait vers les Amériques et également vers l'Asie et le Moyen, le Proche-Orient, etc. Et là-bas, ils allaient travailler généralement pour les Amériques, particulièrement dans les plantations, dans les placés aurifères, les placés d'argent, etc. Et pour le compte, disons, des colons européens. Alors, il se trouve que l'homme, quand on déplace l'homme, celui qui le capture croit avoir capturé entièrement un homme, mais jamais il n'aura capturé ou mis en fourrière son intelligence, son esprit, son âme. Alors ces hommes... Et sa culture avec. Oui, effectivement. Et ces hommes qui ont été transplantés vers l'extérieur du continent africain sont partis avec une partie de leur âme, avec une partie de leur culture. Et quand je dis une partie, cela veut dire qu'ils ne représentaient pas toute la culture de l'Afrique, parce que tout seul ne représente pas une culture. La culture s'élabore en communauté, en société. Mais arrivé de l'autre côté,
Ils ont rencontré d'autres personnes. Aux Amériques, principalement, il y avait les autochtones, qu'on appelle les Amérindiens. Il y avait plusieurs groupes amérindiens, selon les endroits, dans les îles ou sur la terre ferme, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, la Mésoamérique ou l'Amérique latine. Et chaque communauté avait ses cultures. Et donc, au contact des Africains déportés d'Afrique, ce brassage, il s'est effectué des brassages importants qui ont abouti aujourd'hui à ce qu'on appelle les cultures créoles. En termes de pourcentage, excusez-moi DG, qu'est-ce que ça donne? Alors, aujourd'hui, on peut, selon les études que nous on a menées ici au Sisiba, on a découvert, par exemple, que rien qu'au Brésil, vous savez que le Brésil a eu un contact direct avec deux régions ici, principales, c'est toute la côte atlantique entre le Gabon aujourd'hui et le nord de la Namibie. Au milieu, vous avez l'Angola, la RDC, etc. Alors, l'ensemble de tous ces esclaves qui ont été capturés dans cette région ont été transplantés au Brésil. Alors, il n'y avait pas que ça, hein, parce que les Portugais avaient travaillé avant dans le golfe de Guinée, où ils ont transposé des esclaves d'autres ethnies, mais sur l'ensemble des Noirs que vous avez au Brésil, 75% sont d'origine bantoue. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, si on n'y prend pas garde, un de ces 4 matins, on peut découvrir un de nos arrières descendants qui se retrouve de l'autre côté. Au Brésil. Alors, et pour l'Amérique du Nord? Pour l'Amérique du Nord, au moment où les Bantous se retrouvent dans la région de la Nouvelle-Orléans, surtout au bord du Mississippi. Oui, sur le fameux espace qu'on appelait Congo Plains, qui est vers 1875 par là, qui ont donné à la fin Congo Square. C'est là qu'est né le jazz, hein, sur cet espace. Bien sûr, on connaît cette histoire. À cette époque, les historiens, un certain Washington Cable, qui a travaillé là-dessus, nous révèle que 44% de Noirs africains qui étaient dans cette région sont d'origine bantoue. Donc, à Cuba, à peu près 43%, à Haïti, Saint-Domingue avant, quand l'île était encore réunie, c'était à peu près 48%. Alors vous voyez que les Bantous sont partis partout, ils se sont disséminés à travers le monde en portant une partie de leur culture et de leur mémoire ancestrale. Alors, le Sisiba n'a pas été qu'un long fleuve tranquille. Il a connu quelques petites péripéties à mi-chemin. Oui, tout à fait. Le Sisiba, je vous l'ai dit, il a été créé le 8 janvier 1983. Aujourd'hui, 40 ans après, je peux dire que vraiment, il a atteint son âge de maturité. Et je suis même tenté de dire que c'est une des rares organisations continentales qui a tenu 40 ans, parce que beaucoup de structures du même genre qui sont nées dans la même période ont disparu aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il nous reste quoi dans la sous-région? Il y a le Sisiba, il y a le Cerf d'Otola, qui est né 4 ans avant nous, et pas beaucoup d'autres dans la sous. Bon, il y a le FESPAM, ça c'est venu beaucoup plus tard. Alors, en 40 ans, le Sisiba a réalisé pas mal de travaux scientifiques, un certain nombre de manifestations culturelles, tout ce qui permet de promouvoir et célébrer les cultures bantoues. Mais il est arrivé un moment, et là, victime peut-être de ce qu'on peut appeler une crise de croissance, parce que chaque organisation en connaît toujours quelque part dans son parcours. Entre 2005 et 2008, bon, là, il y a eu un moment de flottement qui a... Une espèce de gap. Oui, c'est une espèce d'hibernation qui a commencé à cause de quelques dysfonctionnements internes. Alors, ça bloquait un petit peu l'ascension de cette institution vers ses ambitions. Donc, cela a duré quelque chose comme à peu près 8 ou 9 ans. Et là aussi, est-ce qu'on ne va pas dire que les pères fondateurs ont vu trop grand? Ben, écoutez, moi, je pense que les pères fondateurs étaient à la hauteur de leurs ambitions. Quand quelqu'un crée une institution ou crée une œuvre, c'est pour lui donner toutes les chances de devenir grand, de devenir quelque chose de beaucoup plus important plus tard.
Mais je pense que c'est dans le fonctionnement qu'on qu'on a croisé quelques difficultés, des difficultés de croissance, particulièrement au niveau peut-être des relations interhumaines à l'intérieur d'une institution. Ça, partout où il y a des hommes, il y a toujours des difficultés. Mais alors ça quand même quelque part ralentit un petit peu les ambitions, et on s'est retrouvé dans une situation où bon, certains pays membres s'étaient un petit peu découragés, s'étaient momentanément retirés, mais le Gabon a tenu très fort, parce que moi je peux vous dire, sans le Gabon, peut-être que l'institution aurait disparu. Mais le Gabon ne pouvait pas tuer son propre enfant, parce que le Sisiba est né au Gabon. Le Gabon a maintenu le cap et a porté tout seul le fardeau, mais depuis 2014, avec notre arrivée, donc on a repris les activités, et là nous sommes en pleine restructuration de l'institution pour lui donner cette fois-ci encore beaucoup plus de chances de ne plus revenir sur des crises comme on en a connu dans le passé. En 40 ans, qu'est-ce que le Sisiba a produit? Si vous avez des choses palpables produites par le Sisiba. Alors en 40 ans, le Sisiba, en tant que centre de recherche au niveau international, nous avons produit un certain nombre de travaux sous forme de livres. Nous avons même, comme vous le savez, créé depuis 1982 une revue, la revue Muntu, qui est la revue scientifique et culturelle du Sisiba, qui a produit un certain nombre de travaux. Mais c'est des travaux qui ont été élaborés par des experts de toutes les disciplines qui sont appliquées au Sisiba. Ça va de l'histoire, la linguistique, l'anthropologie, la sociologie, l'herméneutique, la musique, l'ethnomusicologie, les études créoles, etc. Donc plus de 12 ou 15 disciplines. Alors nous avons produit toute la série de la revue Muntu, et puis un certain nombre de livres. Mais c'est des livres qui sont produits par des chercheurs commis par le Sisiba, soit en interne, soit à l'extérieur, parce que même si nous sommes des Bantous, mais nous n'avons pas exclu la collaboration avec toutes les personnes qui s'intéressent aux civilisations bantoues, qu'ils soient européens, américains, etc. C'est ainsi que vous retrouverez dans nos travaux de recherche des livres consacrés à par exemple, des grandes figures de la musique africaine. Ça, c'est les tout récents que nous venons de produire. Par exemple, un livre que nous avons fait en 2 tomes de 1000 pages sur Joseph Kabasele et Grand Cadet. Nous avons fait aussi un livre sur Théophile Obenga, qui est ce grand égyptologue qui était le collaborateur de Cheikh Anta Diop, qui est à la fois égyptologue, historien, poète, etc., qui, pour nous, du Sisiba, est considéré comme celui qui a posé les bases épistémologiques du Sisiba. Alors pour l'honorer, nous avons fait des mélanges en sa faveur. On a produit aussi un livre sur l'artiste Papa Wemba. Vous savez, Papa Wemba, qui a marqué son temps, qui nous a quittés il y a quelques années, a fait l'objet d'une célébration particulière par l'Union africaine. Quelques mois après son décès, l'Union africaine avait recommandé au Sisiba de produire un travail sur Papa Wemba pour mieux le faire connaître à travers le monde. Eh bien, le Sisiba l'a fait. Aujourd'hui, c'est fait. Ce livre, il est là en 2 tomes, autour de 800-900 pages. Donc, on a fait beaucoup d'autres choses. La revue Muntu en version électronique, qui donne des articles à la fois sur l'actualité du Sisiba et aussi des articles scientifiques qui sont produits par des experts qui viennent d'un petit peu partout. Nous savons aussi que le Sisiba, c'est un ensemble d'organisations internes. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Disons que le Sisiba est une organisation à vocation sous-régionale, mais qui a une dimension internationale parce qu'il couvre à la fois et l'Afrique, disons toute l'Afrique, y compris les Bantous de l'autre côté, ce que nous appelons les Afro-descendants qui nous ont quittés. Mais à l'intérieur du Sisiba, nous avons des structures internes qui sont en quelque sorte les relais du Sisiba international, qui a son siège à Libreville, dans nos différents pays, et également en Amérique, parce que là, nous sommes heureux quand même d'informer l'opinion que le Sisiba a ouvert depuis 3 ans aujourd'hui une représentation internationale à Sao Paulo, au Brésil.
Et donc c'est un bureau du CICIBA qui couvre toute l'Amérique latine. Là, nous sommes en voie d'ouvrir un autre dans les Antilles françaises, en Guadeloupe et Martinique, et très très bientôt aux États-Unis. Vous avez aussi un pan environnemental. Bon, un pan environnemental, non, c'est un des secteurs qui sont étudiés par le Centre international des civilisations Bantou, parce que en réalité, nous qui nous disons Muntu, c'est-à-dire l'être, ontologiquement parlant, nous avons un tribut à l'égard de la nature. D'ailleurs, l'être bantou que nous sommes se définit toujours un peu par rapport à la nature. C'est de là que viennent un peu ce type de conception idéologique qui rattache l'homme à un certain nombre de divinités qui parfois se confondent avec la nature. Alors, tout celui qui attaque la nature attaque aussi une partie de l'assise ontologique du Muntu de l'homme. Ce qui fait que aujourd'hui, tout en peut-être aussi en emboîtant le pas à ce courant actuel qui travaille sur l'écologie et évidemment toute l'action militante qui va avec, nous aussi nous sommes insérés dans cette bataille-là contre ceux qui sont en train de faire disparaître nos forêts, etc. Et nous sommes jaloux en tant que Bantou parce que le deuxième poumon de la planète, qui est dans le bassin du Congo, surtout effectivement dans la zone Bantou. Ok, ça va être ma dernière question avant de parler de la célébration des 40 ans pour ce que vous prévoyez. Si on devrait vous demander les forces du CICIBA et quelques faiblesses à votre avis depuis que vous êtes à la tête de cette institution. Ben, écoutez, la force du CICIBA, c'est de nous être d'abord érigés en une plateforme légitime qui a permis d'affirmer et aujourd'hui de manière plus forte l'identité bantou à travers le monde. Nous sommes l'institution qui a mis sur pied ce qu'on appelle la banque de données sur les Bantous, l'unique banque de données, si pas la plus importante en Afrique. Peut-être ça existe ailleurs, mais en ce qui nous concerne, je vous informe que nous détenons une banque de données avec plus de 5000 microfiches qui contiennent plus de 10 000 ouvrages qui ont été microfichés. Alors, si vous voyez ce que c'est en termes d'occupation spatiale, c'est une bibliothèque de tout un niveau, mais qui est microfichée. Et ça, c'est très important. Cette banque de données contient pratiquement l'ensemble de toutes les recherches qui ont été faites sur les Bantous, à la fois par nos experts internes et les experts externes, à travers les différentes formes de coopération que nous avons développées avec les autres. Alors ça, c'est une de nos forces. Nous avons aussi une bibliothèque qui est là, physique, qui peut être consultée à tout moment. Et puis on a un personnel, un corps de recherche qui est très qualifié. Alors, bon, les faiblesses. Oui, notre faiblesse peut-être, c'est le fait qu'on a du mal à concrétiser l'ensemble de nos ambitions, du fait que l'argent qui permet de réaliser tous ces objectifs nous fait parfois défaut, en raison de la faiblesse ou peut-être une espèce de paresse que certains de nos États membres manifestent en termes de cotisation, c'est-à-dire que les devoirs financiers qu'ils ont à l'égard de notre institution. Évidemment, c'est quelque chose à laquelle nous faisons face au quotidien, mais on essaye par tous les moyens de subvenir à nos besoins. Que prévoyez-vous pour les 40 ans? Alors, pour les 40 ans, on prévoit une grande fête d'abord, très symbolique, le 8 janvier 2023, parce qu'on ce jour-là, on aura nos 40 ans bien sonnés. Nous serons invités, mon équipe et moi, je suppose. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes bienvenus d'avance. Vous avez notre invitation. Mais en même temps, ce que nous voulions faire, c'est marquer durablement cet événement, parce que 40 ans, ça se fête. Ouais. Ça doit se fêter d'une manière beaucoup plus attrayante. Et nous avons pensé jouer un peu la carte de l'inclusivité. Parce que si nous disons que nous sommes 23 pays qui ont fondé cette institution, il faut partager cette fête au minimum à travers les 11 pays membres qui ont ratifié au texte juridique. Alors c'est pour cette raison que nous pensons qu'on va faire éclater une partie de nos manifestations
à travers les 11 États. Si pas les 11, disons 6 ou 7, ça dépendra des possibilités financières qu'on pourrait réunir à cette époque-là. Alors, en développant une activité spécifique dans un des États. Il y a un État qui pourrait, par exemple, accueillir un colloque international sur un sujet donné. Il y a un autre qui pourrait accueillir, par exemple, un festival de musique traditionnelle bantou. Un autre pourrait accueillir une autre activité. Mais alors, tout ce qui touche à ce que nous organisons comme activité au Sisiba. Donc, c'est une manière de fêter, célébrer ensemble cet événement, mais à des moments très diffractés. C'est-à-dire que cela ne va pas se passer, ça va s'étaler sur toute l'année 2023 jusqu'en décembre. Professeur Antoine Manda Tcheboa, merci. C'est moi qui vous remercie. Dieudonné, en quoi était-ce si important d'avoir cet entretien avec le directeur du Sisiba? Fidji, il faut que je te dise quelque chose. Même moi, du haut de mon background, je ne savais pas exactement ce qu'était le Sisiba. Ouais. Mais avec cet entretien, j'ai découvert beaucoup de choses. Tout à fait. De découvrir, par exemple, que l'esclavage a eu un effet positif sur les Bantous. Parce que l'esclavage a permis de dispatcher les Bantous de par le monde. Tout à fait. Par exemple, on vient Ce d'apprendre n'est pas un point que positif, hein, cher ami. j'ai aidé pour les Bantous. Oui. Laissez-moi S'il finir. n'y avait pas eu l'esclavage, qui serait resté chez eux? Tu laisses Non, qui serait resté chez eux? Dieudonné aller jusqu'au bout de... Et ça devrait peut-être être un atout pour l'Afrique. Bref, Ça pouvait ne pas l'être aussi. bref, Non, je te laisse. Je t'en prie, continue. Là, on découvre par exemple que 75% des Noirs au Brésil sont des Bantous. On découvre par exemple que dans la région de la Louisiane, dans la Nouvelle-Orléans, 44% des Noirs là-bas, Ce sont des Bantous. ce sont des Bantous. Là encore, c'est parce que l'esclavage les a déportés jusque là-bas. On découvre par exemple que les Bantous descendent d'Égypte. Parce qu'on a souvent entendu que c'est uniquement les femmes, une minorité, les voilà, des Bantous Bantous qui qui sont descendent. descendus Tout à d'Égypte. fait. Non, ils sont C'est tous tous les descendus Bantous. d'Égypte jusqu'à un niveau avant de pouvoir. Et maintenant, le problème de la disparité linguistique, ça c'est clair. Tout le monde comprend que puis on rencontre d'autres langues. Le brassage fait en sorte que certaines meurent, que d'autres résistent et que d'autres se créent. Bien Donc, sûr. je comprends bien que cet entretien a ouvert pour moi Ah oui, mais un certain nombre de portes mais vraiment, que je n'imaginais pas. Comme je l'annonçais en prélude, qu'il devait avoir dans ton reportage d'étonnants détails que beaucoup de personnes ignorent. Eh oui. Moi, je pense. Maintenant, à l'issue de cet entretien, je comprends. J'essaie un peu d'imaginer Omar Bongo de son vivant lorsqu'il décide de créer cette organisation. Oui. Je comprends pourquoi, par exemple, pendant l'apartheid, il soutenait des personnalités politiques comme les Nelson Mandela. Oui. Il soutenait des résistants comme Robert Mugabe au Zimbabwe. Mais c'est tout simplement parce qu'il avait compris à cette période que nous venons tous des mêmes endroits, que nous sommes tous un. Ce n'était pas tant la politique. Il ne le faisait pas tant pour la politique. Il le faisait parce qu'il avait compris que c'était les siens. Oui. Que nous venions tous des mêmes endroits d'Égypte. Et que ceux-là, il y en a qui se sont arrêtés en Afrique centrale, il y en a qui se sont arrêtés, qui sont allés du côté de l'Afrique de l'Ouest, même si le Gabon est presque en Afrique de l'Ouest, mais quand même au centre. Il y en a qui sont allés à l'Est, il y en a qui sont allés plus au bas de l'Afrique, en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez celui hier qui me disait en off, une Kos, le mot Kos, en Afrique du Sud, ça veut dire en Zoulou. En Zoulou, ça veut dire. C'est le chef. C'est le chef, ça veut dire En le même temps, fer. c'est le fer. Un corps aussi. Mais le même mot. Ah, c'est comme ça qu'ils prononcent. Le même mot, par exemple, ici au Gabon, dans la partie altogovienne, chez les altogoviennes, ça veut dire la même chose. Kosso, c'est le fer. Je comprends donc pourquoi Omar avait décidé de créer cette organisation. Tous ceux qui ont regardé Chaka Zulu, d'ailleurs, qu'est-ce que, lorsque ces sujets venaient se prosterner devant lui, qu'est-ce qu'il disait? Non, mais il était encore aussi. Ouais. Pour saluer le chef. Mais en même temps, lorsqu'on fouille un peu, on se rend compte que l'expression dur comme fer, parce que le chef, c'était un homme dur, rigoureux. Il doit pas être faible. Doit pas être faible. Et aujourd'hui, le Sisiba, comment se porte le Sisiba? Nous avons également découvert dans ce reportage que le Sisiba produit
chaque année énormément d'ouvrages en rapport avec la vie des Bantous. Ils ont une bibliothèque. Tous ceux qui font la une du peuple bantou, ouais. que ce soit en musique, que ce soit en littérature, Ouais. que ce soit dans le domaine de la recherche. Ils ont une revue scientifique qui s'appelle Muntu. Muntu, qui veut dire l'homme. D'accord. En Ipono, par exemple, Muntu, on dit même Mutu. Voilà. Donc, il y a cette revue scientifique, comme le disait Gabin, qui met en exergue tout ce qui est fait par les Bantous. Très intéressant. Donc, on a accès au Sisiba et les personnes qui peuvent... Oui, ils ont une bibliothèque que les gens peuvent visiter. Maintenant, il y a beaucoup de choses à le découvrir. seul problème qu'ils ont en ce moment, c'est la numérisation. Non, juste par curiosité, tu peux t'y rendre. Mais si vous allez pour vos recherches, te documenter, pour te cultiver. Oui. Le seul problème qu'ils ont en ce moment, c'est la numérisation de tous ces documents. Ah oui, il faut... Ce serait bien que tout cela soit numérique et disponible sur le net, en fait, que chacun puisse consulter quand il veut, même si ça devrait être payant. Maintenant, pour que cette organisation vive aussi longtemps, il faut que les pays Membres. oui. assument leurs responsabilités, c'est-à-dire cotisent. Sinon, c'est une organisation qui risquera de disparaître, même si, comme l'a dit le directeur général, jusque-là, c'est le Gabon qui vraiment force pour que elle tienne la route. La route. Ouais. On en a appris tellement de choses, tellement Moi-même, j'en ai intéressantes. appris. Ouais. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours.